Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de ce qui se passe en silence pendant que vous dormez. Ce moment où votre corps semble s'éloigner du monde, mais où paradoxalement certaines parties de vous s'activent dans une chorégraphie parfaitement réglée. Peut-être venez-vous de finir votre tisane. Vous êtes passé par la cuisine, le sol était un peu frais sous vos pieds nus. En tirant le placard, votre main a frôlé un pot de gingembre en poudre, oublié derrière les verres. Un engourdissement discret remonte de votre talon droit, celui-là même qui vous chatouille, parfois quand il pleut. Vous vous êtes demandé, sans vraiment le formuler, et si tout cela avait un lien avec votre cœur. Et surtout, que fait-il pendant que vous dormez? Et si fermer les yeux 5 secondes correctement pouvait changer votre tension artérielle? Alors, avant de vous détendre complètement, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous la trouvez réellement utile. Dites-nous aussi en commentaire où êtes-vous et quelle heure est-il chez vous. Alors maintenant, éteignez la lumière. Mettez un ventilateur si vous aimez un fond sonore doux et entrons ensemble dans une soirée toute tranquille. Vous êtes allongé. Lentement, la chambre s'efface autour de vous. Les contours deviennent flous, mais à l'intérieur, un battement continue fidèle. Ce n'est ni rapide ni lent, c'est le vôtre. Le cœur la nuit ne se repose pas. Il change de rythme, il s'ajuste. Votre corps dort, mais lui veille. Il fait un peu ce que vous faites parfois pour vos proches, il attend, il surveille, il réagit si besoin. Pendant que vous vous enfoncez dans le sommeil, votre fréquence cardiaque baisse. Vos vaisseaux se détendent et la pression artérielle descend doucement comme un soupir. C'est la nuit que le cœur fait sa toilette. Pas littéralement bien sûr, mais imaginez-le comme un jardinier discret. Il nettoie les résidus, trie les signaux reçus dans la journée, relance la circulation là où elle stagnait. Il profite de votre immobilité pour faire un peu d'ordre. Des cellules endommagées sont éliminées, des capillaires se réparent et certaines inflammations régressent. Et pourtant, il y a des nuits où le cœur peine. Vous savez, ces nuits agitées, où vous vous réveillez sans raison ou avec ce léger sentiment d'oppression. Cela peut être le signe qu'il travaille trop ou mal. Le sommeil, surtout profond, est un véritable massage pour lui. Si vous dormez mal, ce massage est interrompu. Souvenez-vous de cette fois où vous avez fait une sieste après le déjeuner et que vous vous êtes réveillé avec le cœur un peu lourd. Pas inquiet, juste comme ralenti. Ce sont des signaux à écouter. Car le sommeil est l'un des traitements les plus puissants pour un cœur fatigué, bien plus efficace qu'on ne le croyait il y a quelques années. Et justement, la science l'affirme aujourd'hui, la durée de sommeil idéale pour le cœur est d'environ 7 heures. Mais ce n'est pas tout. La régularité compte encore plus. Se coucher et se lever à des heures fixes stabilise votre rythme circadien, ce qui influence directement la santé cardiovasculaire. Pas besoin de faire tout parfaitement. Juste un peu mieux doucement chaque soir. Il y a aussi ce que vous rêvez. Les rêves ne sont pas anodins. Lorsque vous vivez une émotion forte en rêve, peur, joie, surprise, le cœur réagit. Il bat plus vite, il se prépare. C'est pourquoi certaines nuits très riches en songes peuvent vous laisser fatiguer au réveil, même si vous avez dormi 8 heures. Mais cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Ces expériences internes permettent aussi à votre système nerveux de se réguler. Un peu comme si votre cœur, votre cerveau et vos émotions se réunissaient autour d'une table invisible chaque nuit pour se demander comment va-t-on faire mieux demain. Imaginez-le ainsi votre cœur, non pas comme une machine, mais comme un compagnon. Il n'est pas là seulement pour pomper du sang, il ressent, il apprend, il garde des traces. On parle même aujourd'hui de mémoire cardiaque, non pas une mémoire consciente, mais une mémoire cellulaire. Un cœur peut réagir différemment selon les expériences passées. Certaines accélérations ne sont pas liées au présent, mais à une réminiscence ancienne, un stress lointain, un chagrin oublié. Au Japon, il existe une expression très poétique. Le cœur a des plis. Cela signifie que certaines émotions y restent repliées, comme un mouchoir dans une poche. Et la nuit, parfois,
il les déplie. C'est aussi pour cela que certaines personnes ressentent des palpitations ou un serrement sans cause apparente. Ce sont peut-être de vieux plis qui se défroissent. Et dans cette chambre tranquille où vous vous trouvez ce soir, ces plis se relâchent. Vous sentez une chaleur discrète dans votre poitrine. Ce n'est pas que l'air ambiant. C'est votre cœur qui accepte la douceur pour une fois. Et pendant que vous glissez dans le sommeil, lui continue. Il n'a pas besoin de vous pour battre, mais il préfère quand vous l'écoutez. Pas avec vos oreilles, non avec votre calme. Alors ce soir, reposez-vous. Laissez votre cœur faire ce qu'il sait faire, de mieux prendre soin de vous en silence. Vous ouvrez la porte. L'air du matin glisse contre votre joue tiède, chargée de lumière douce. Un pas, puis un autre. Ce ne sont pas de grandes enjambées, mais elles suffisent. Vos chaussures frottent doucement le sol et vos bras balancés naturellement accompagnent le mouvement. Vous ne marchez pas pour aller quelque part. Vous marchez parce que votre cœur le réclame à sa manière discrète. Il faut l'imaginer, ce réseau de tuyaux vivants qui traverse votre corps. Vos artères, vos veines, vos capillaires. On les appelle les vaisseaux sanguins, mais ce sont bien plus que des tuyauteries, ce sont des chemins de vie, des sentiers par lesquels l'oxygène, les nutriments, les souvenirs chimiques circulent. Et comme n'importe quel sentier, s'ils ne sont pas utilisés, ils s'encombrent, ils s'effacent. Marcher même lentement réveille ces chemins. Cela crée une sorte de pulsation secondaire dans le corps. Pas le battement du cœur, non une onde plus diffuse. Comme un frémissement de rivière après la fonte des neiges. Et ce frémissement, vos artères en ont besoin, car avec l'âge, elles perdent un peu de leur souplesse. Vous l'avez peut-être senti ce moment où vous vous levez trop vite et la tête tourne. Ou bien quand vos doigts deviennent froids sans raison. Ce sont parfois des petits signes d'un réseau vasculaire qui fatigue. Mais bonne nouvelle, la science confirme qu'une promenade quotidienne, même de 20 minutes, a des effets puissants. Elle aide à réguler la tension artérielle, elle améliore la circulation et surtout, elle entretient la paroi intérieure des artères, ce tissu sensible qu'on appelle l'endothélium. Imaginez-le comme une peau fine tapissant l'intérieur de vos vaisseaux. Quand vous êtes sédentaire trop longtemps, cette peau devient paresseuse. Elle réagit moins bien. Mais dès que vous bougez sans forcer, sans grimper de collines, elle s'éveille. Elle sécrète des substances bénéfiques comme l'oxyde nitrique qui aide à dilater les vaisseaux et à fluidifier le sang. C'est subtil mais réel. Et cela n'a rien à voir avec l'âge. Ce qui compte, c'est la régularité. Mieux vaut 20 minutes de marche chaque jour que 2 heures de sport une fois par semaine. Mieux vaut marcher en observant les arbres que courir les yeux fixés sur une montre. Souvenez-vous de cette fois peut-être, où vous avez suivi un sentier sans penser à l'arrivée. Il y avait un chat sur un muret, une glycine qui débordait d'un portail. Vous avez ralenti sans but, mais avec un certain apaisement. À ce moment-là, votre cœur souriait, si l'on peut dire. Car ces balades, même silencieuses, parlent à votre organisme. Il existe une tradition en Italie, surtout chez les personnes âgées du Sud, celle de la passeggiata. C'est une promenade lente, souvent après le dîner. On ne parle pas de sport. On parle de liens de digestion de cœur tranquille. Et les chercheurs ont découvert que cette habitude contribue à une meilleure santé cardiovasculaire, notamment en réduisant la pression systolique du soir, celle qui fatigue le cœur au coucher. Peut-être que votre quartier ne se prête pas à ces balades. Trop de bruit, pas de trottoir. Pourtant même dans un couloir chez vous, cela peut commencer. Faire quelques pas lents après chaque repas ou avant d'aller vous coucher. Sentir le sol respirer profondément. C'est déjà un message envoyé à votre corps, je ne t'ai pas oublié. Et marcher ainsi sans attente de résultats immédiats, c'est aussi un geste de tendresse envers vous-même. Vous n'avez rien à prouver. Vous êtes en vie et chaque pas que vous faites nourrit cette vie. Certains experts vont plus loin, ils parlent de la mémoire du mouvement. Selon eux, les artères se souviennent, pas de la vitesse ni de la distance, mais de la régularité. Le simple fait de répéter un geste doux chaque jour aiderait le système cardiovasculaire à maintenir son équilibre naturel. Un peu comme si vous berciez votre cœur à travers le mouvement.
Vous souvenez-vous d'un vieil ami peut-être, ou d'un parent âgé qui marchait tous les jours sans jamais s'en plaindre? Il disait que cela lui faisait du bien sans pouvoir l'expliquer. Il avait raison. Et vous aussi, vous pouvez trouver votre propre cadence. Certains jours, vous marcherez moins, d'autres un peu plus. Ce qui compte, ce n'est pas la performance, c'est la fidélité, la douceur répétée. Et pendant que vous lisez ces lignes, peut-être que vos jambes fourmillent légèrement. Une envie de se lever, allez-y si vous le pouvez. Marchez un peu dans la pièce. Comptez vos pas comme on compte les étoiles, pas pour les accumuler, mais pour les contempler. Et puis revenez lentement, retrouvez votre position allongée. Votre cœur lui a noté l'effort, il se régule. Il vous remercie sans mots. Vous pouvez fermer les yeux maintenant. Demain, vous marcherez encore, peut-être juste jusqu'au balcon, ou un peu plus loin, mais toujours en vous souvenant, chaque pas nourrit un chemin invisible en vous. Le soir, vous êtes dans la cuisine. Vous faites chauffer doucement de l'eau pour un bouillon clair, ou peut-être une infusion au thym. Dans un petit geste machinal, vous tendez la main vers la salière. Ce geste-là, vous le faites depuis des années. Une pincée, une touche finale, une habitude douce, discrète. Inoffensive, pensez-vous. Et pourtant, dans cette pincée, il y a parfois plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Le sel, ou plutôt le sodium, entre dans le sang, retient l'eau et tend doucement les parois des vaisseaux. Pas immédiatement, pas brutalement, mais comme une pression silencieuse qui s'accumule avec les jours, les mois, les années. Votre cœur lui doit faire face à cela. Chaque goutte de sang devient un peu plus difficile à pousser, chaque contraction demande un peu plus d'effort, et comme un moteur usé qui grimpe une côte, il fatigue petit à petit. Mais le sel n'est pas un ennemi, il est même vital. Votre corps en a besoin. Le problème, c'est qu'on en consomme souvent sans le savoir. Pas seulement dans ce que vous salez vous-même, mais dans ce que vous ouvrez, une boîte de thon, une soupe en sachet, une tranche de fromage fondu, un petit biscuit apéritif. Il est là partout, invisible mais bien présent. Imaginez un verre d'eau claire. Vous y mettez une pincée de sel, l'eau reste limpide, mais son équilibre a changé. C'est un peu ce qui se passe dans votre corps. Et vous ne le sentez pas toujours. C'est traître. Vous ne vous dites pas « Tiens, ma tension monte ». Elle monte doucement, sans faire de bruit. Peut-être vous souvenez-vous d'une visite chez le médecin. Il vous a parlé de tension un peu haute, mais il n'a pas insisté. Il a noté ça sur son carnet, puis vous a dit que c'était à surveiller. Vous êtes rentré chez vous un peu soulagé, un peu inquiet. Et depuis, vous vous demandez parfois « Est-ce que je dois changer quelque chose ?» Ce que la science montre, c'est qu'une réduction modérée du sel, sans le supprimer totalement, suffit souvent à faire baisser la pression artérielle de façon notable, surtout chez les personnes de plus de 60 ans. On parle de 3 à 6 grammes par jour maximum. Ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, c'est déjà difficile à atteindre si l'on ne cuisine pas soi-même. Mais pas de panique. Il ne s'agit pas de tout jeter. Il s'agit de reprendre la main doucement. Par exemple, quand vous cuisinez des légumes, essayez d'ajouter le sel en fin de cuisson, pas au début. Cela amplifie sa perception. Votre langue le goûte mieux, donc vous en mettez moins. Un petit tour de magie sensorielle. Certains remplacent le sel par des herbes, du romarin, du thym, du laurier, ou même un peu de zeste de citron. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des découvertes. Vous vous surprendrez peut-être à redécouvrir le goût réel des aliments sans cette couverture salée. Il y a aussi des astuces plus douces. En Islande, les personnes âgées mélangent parfois du sel avec des algues séchées en poudre. Cela réduit le sodium tout en conservant la saveur marine qu'ils aiment tant. Une tradition qui revient dans certaines cuisines du nord de l'Europe. Et pourtant, vous n'avez pas besoin de vivre en Islande. Vous êtes ici chez vous, dans votre cuisine du soir. Il y a peut-être un petit bol de céramique posé à côté de la plaque de cuisson. C'est là que vous gardez votre sel. Ce soir, en regardant ce bol, vous pouvez lui parler en silence. Lui dire « Je t'aime bien, mais je vais t'apprivoiser ». Il n'est pas nécessaire d'être extrême.
Ce qui fatigue le cœur, c'est la répétition, pas l'exception. Si vous mangez un peu plus salé un jour, ce n'est pas grave. Mais si c'est tous les jours, alors votre cœur le ressent. Il vous envoie parfois des signaux discrets, un réveil avec les chevilles gonflées, une sensation de soif nocturne, ou cette tension qui refuse de baisser malgré le repos. Et parfois, il ne dit rien. C'est là que réside le danger. Alors vous pouvez choisir. Non pas la privation, mais la conscience. Chaque fois que vous salez un plat, posez-vous cette question simple. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parfois oui, parfois non. Mais dans la question, déjà il y a du soin. C'est cela, la santé du cœur, pas une liste d'interdits, mais une suite d'attentions, de petits ajustements, de gestes que vous faites par affection pour vous-même et non par peur. Et ce soir, alors que vous vous apprêtez à dormir, votre cœur vous remercie pour cette réflexion. Il continue de battre régulier. Il pompe un sang un peu plus fluide, un peu plus libre. Et demain, peut-être, vous ajouterez un peu moins de sel dans votre soupe, sans même vous en apercevoir. Ce sera un geste tendre, silencieux. Un geste qui, petit à petit, allège les épaules invisibles de votre cœur. Vous êtes allongé, peut-être déjà à moitié endormi. Une image vous traverse l'esprit. Un visage, un parfum, une lumière d'été. Vous ne l'avez pas appelée, elle est venue d'elle-même. Et votre cœur, dans un frémissement subtil, l'a reconnue, il a réagi. Le cœur a cette capacité étrange, il se souvient. Pas comme votre mémoire ordinaire, il n'a pas de tiroir ni de date. Mais il garde des empreintes. Il réagit à certaines musiques, certains noms, certains silences, comme s'il reconnaissait quelque chose que votre esprit n'a pas encore nommé. C'est une idée ancienne d'ailleurs. Chez les Égyptiens, on pesait le cœur des défunts pour juger de leur vie. Et dans bien des traditions, le cœur est vu comme le siège des émotions, des liens, des douleurs non dites. Les scientifiques d'aujourd'hui, eux, parlent de mémoire émotionnelle cardiovasculaire. C'est plus froid, plus précis, mais l'idée reste la même, ce que vous vivez laisse une trace dans votre rythme cardiaque. Un stress ancien peut marquer le cœur pendant des années. Une perte, une rupture, une peur qui n'a jamais vraiment quitté votre corps. Vous pensez peut-être que vous avez tourné la page, mais le cœur lui garde parfois le pli de cette page. Il ne s'agit pas de vous inquiéter, au contraire. Il s'agit de comprendre que vous êtes fait de couches visibles et invisibles et que le cœur est un miroir discret de ces couches. Pensez à ce moment où lors d'un rendez-vous médical, on vous a demandé si vous aviez été stressé récemment. Vous avez répondu non. Et pourtant, votre cœur battait un peu plus vite. Ce n'était peut-être pas le présent, mais un écho ancien, une mémoire corporelle. Il y a une étude fascinante menée sur des patients ayant subi une greffe du cœur. Certains d'entre eux affirmaient ressentir des goûts, des souvenirs ou des peurs qu'ils ne reconnaissaient pas comme les leurs. Ce n'est pas prouvé scientifiquement, bien sûr. Mais cela soulève une question troublante, et si le cœur emportait avec lui plus que du sang? Ce soir, vous n'avez pas besoin de répondre à cette question. Mais vous pouvez simplement remarquer comment à certains souvenirs votre respiration change. Vos mains deviennent moites, ou au contraire très calmes. Ce n'est pas anodin, c'est votre corps qui dialogue avec votre mémoire. Et vous pouvez dialoguer avec lui. Quand une pensée vous traverse et accélère vos battements au lieu de la repousser, observez-la. Demandez-lui doucement « Pourquoi es-tu là ce soir ?» Parfois rien ne vient. Parfois un mot, une scène oubliée. C'est ainsi qu'on commence à apaiser ce que l'on ne peut pas effacer, en regardant sans juger, en respirant sans fuir, en laissant le cœur dire ce qu'il sait à sa façon. Il y a aussi des souvenirs heureux, ceux qui ralentissent le cœur, qui l'enrobent d'une chaleur douce comme un plaid sur les épaules, une odeur de gâteau, un rire d'enfant, une promenade dans une rue déserte. Ces souvenirs-là ont un effet mesurable, ils réduisent la tension, améliorent la variabilité cardiaque, un signe de bonne santé du système nerveux. Les chercheurs le confirment, repenser régulièrement à des moments de gratitude ou de joie peut améliorer la santé cardiovasculaire.
Non pas parce que le souvenir est si grand magique, mais parce qu'il déclenche dans le corps une série de réactions positives, sécrétion d'ocytocine, relâchement musculaire, ralentissement du rythme cardiaque. C'est peut-être pour cela que certains soirs on aime se rappeler le passé, pas par nostalgie stérile, mais pour calmer quelque chose en soi, pour rassurer cette petite part de nous qui doute. Et ce soir, pendant que vous écoutez cette histoire, peut-être qu'un souvenir doux remonte en vous. Laissez-le venir. Donnez-lui un instant. Votre cœur le reconnaît. Souvenez-vous aussi, votre cœur n'est pas figé. Il apprend. Il évolue. Même à 60, 70 ou 90 ans. Il peut encore enregistrer du beau. Il peut encore s'apaiser. Ce n'est pas parce qu'il a été marqué par le passé qu'il est condamné à rester dans le passé. Il existe une pratique simple, utilisée dans certains hôpitaux en Suisse. Avant de s'endormir, les patients sont invités à repenser à 3 moments de calme de leur journée. Pas forcément joyeux, juste calme. Un rayon de soleil sur la table. Un mot doux échangé. Un instant où rien ne faisait mal. En faisant cela régulièrement, leurs battements s'harmonisent et leur sommeil devient plus profond. Vous pouvez l'essayer vous aussi, ce soir, demain, lentement, sans pression. Et si un souvenir douloureux revient malgré tout, posez-lui simplement une main sur l'épaule imaginairement. Dites-lui « Je t'ai vu ». Tu peux rester un instant. Mais je vais dormir maintenant. Votre cœur lui entend, il sait. Et il continue de battre non pas contre vous, mais pour vous. Fermez un instant les yeux. Imaginez l'air salé, le bruit des vagues, ce va-et-vient régulier, presque hypnotique. Vous êtes assis sur un rocher chaud. Le vent soulève doucement un pan de votre chemise. Et vous respirez. Une grande inspiration, une lente expiration. Le temps semble s'étirer. Votre poitrine se soulève, redescend. Votre cœur à l'intérieur se cale sur ce rythme doux. Il ralentit, il écoute. Respirez profondément, lentement, consciemment. C'est un art que beaucoup d'entre nous ont oublié. Et pourtant, c'est peut-être l'un des gestes les plus puissants que vous puissiez offrir à votre cœur. Il n'est pas rare que des patients, après quelques minutes de respiration consciente, voient leur tension artérielle baisser de manière significative. Sans médicaments, sans effort physique, juste en respirant comme au bord de la mer. Peut-être avez-vous déjà remarqué ce phénomène. Après une dispute ou un moment d'angoisse, vous poussez un soupir, spontanément. Et ce soupir, ce n'est pas une faiblesse. C'est votre système nerveux autonome qui essaie de vous rééquilibrer. Il cherche la paix, il cherche l'oxygène. Votre cœur, lui aussi, respire. Pas comme vos poumons, bien sûr, mais il est influencé par votre souffle. Quand vous inspirez, votre rythme cardiaque accélère légèrement. Quand vous expirez, il ralentit. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur fondamental de la santé du système nerveux. Plus cette variabilité est souple, plus votre cœur est résilient. Et cette souplesse, on peut la cultiver, simplement, avec des exercices que l'on peut faire allongé dans son lit sans bouger. Essayez ce soir, inspirez doucement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air pendant 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6 et recommencez. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la respiration cohérente. Elle permet à votre cœur et votre cerveau de se synchroniser. Elle envoie un signal de sécurité à tout votre corps. Tout va bien, vous pouvez vous détendre. Et cela n'a rien d'ésotérique. Des études sérieuses ont montré que pratiquer 5 à 10 minutes de respiration cohérente par jour peut améliorer la pression artérielle, réduire l'anxiété et même améliorer la qualité du sommeil. Ce n'est pas une cure miracle. C'est une hygiène de vie invisible. En Inde, certaines personnes âgées se réunissent chaque matin dans les parcs juste pour respirer ensemble. On les voit assises, droites, les yeux fermés. Et parfois, elles rient.
Elles appellent ça le yoga du rire. Derrière cette légèreté, il y a une vérité, le souffle partagé est un lien. Une forme de soin collectif. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un parc. Votre lit suffit, votre souffle suffit. Pensez à cette image, à chaque expiration, vous essuyez doucement une vitre intérieure. Vous la rendez un peu plus claire. Vous permettez à votre cœur de voir plus loin, plus paisiblement. Et dans les jours à venir, quand une contrariété surviendra, un appel désagréable, une mauvaise nouvelle, un bruit trop fort, vous aurez ce réflexe, ralentir votre souffle. Pas fuir, pas bloquer, juste ralentir. Il y a un petit test que certains cardiologues proposent en consultation. Ils demandent au patient de respirer profondément, puis d'observer sa réaction. Si le cœur se calme, c'est bon signe. S'il reste rigide, tendu, c'est qu'il a besoin d'aide. Et cette aide peut venir de vous. Vous souvenez-vous d'un moment peut-être où vous avez senti votre souffle se couper, une surprise, une frayeur, et puis lentement le retour du souffle. Ce moment-là est précieux. C'est une invitation du corps à revenir au calme. Et ce soir, alors que l'air devient plus frais autour de vous, que les draps vous enveloppent, vous pouvez faire ce cadeau à votre cœur. Lui offrir un souffle lent, régulier, comme une mer sans vent, comme un soupir après une longue journée. Votre cœur n'attend pas des exploits, il attend de la fluidité, du rythme, de la patience. Alors inspirez, 1, 2, 3, 4, retenez, 1, 2, et expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas seul. Votre souffle est avec vous, et tant qu'il est là, il vous relie à tout ce qui compte vraiment. Vous vous tournez doucement dans le lit, à droite, puis à gauche. Vous cherchez la position idéale, celle où votre corps se relâche, enfin celle qui accueille le sommeil comme une vague tiède. Et ce soir, vous vous posez une question qu'on n'entend pas souvent dans les cabinets médicaux. Et si la position dans laquelle je dors influençait la santé de mon cœur, c'est une idée qui circule depuis longtemps. Elle semble presque trop simple pour être vraie. Dormir sur le côté gauche, ni sur le dos, ni sur le ventre, serait bénéfique pour le cœur. Certains le jurent, d'autres haussent les épaules. La vérité, comme souvent, est douce et nuancée. Pourquoi le côté gauche d'abord ? Tout simplement parce que votre cœur est légèrement incliné vers la gauche. Et que votre estomac, votre pancréas, votre rate, tous ces organes digestifs se logent aussi en majorité de ce côté. En dormant sur le flanc gauche, vous réduiriez ainsi la pression exercée sur la veine cave inférieure, cette grande autoroute du sang qui ramène le sang vers le cœur. Cela faciliterait le travail cardiaque, surtout pendant la digestion, ou en cas de légère insuffisance cardiaque. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Gastroenterology a même montré que dormir sur le côté gauche réduisait les reflux acides, ce qui indirectement améliore la qualité du sommeil. Et donc soulage le cœur. Mais attention, ce n'est pas une règle universelle. Certaines personnes se sentent très inconfortables sur le côté gauche, d'autres ont des douleurs à l'épaule ou des raideurs à la hanche. Et pour certains patients, atteints de problèmes cardiaques avancés, dormir sur ce côté peut au contraire accentuer la sensation de palpitation. Le corps parle, il faut l'écouter. Peut-être vous souvenez-vous d'une nuit agitée. Vous vous étiez réveillé à plusieurs reprises, le cœur battant un peu trop vite. Et sans le vouloir, vous vous êtes tourné sur le côté gauche. Puis peu à peu, tout s'est calmé. Était-ce le hasard peut-être ? Ou peut-être que votre corps savait ? Dans certaines cultures, la position de sommeil est prise très au sérieux. En médecine ayurvédique, par exemple, le côté gauche est recommandé pour favoriser la circulation de l'énergie vitale et la digestion. En Chine aussi, certaines traditions conseillent cette posture surtout après le dîner. Et pourtant, dans les hôpitaux occidentaux, on en parle peu. Peut-être parce que cela semble trop anecdotique, mais la science commence à s'y intéresser.
Des chercheurs en imagerie médicale ont observé que dans certaines positions, la forme du cœur change légèrement. Ses cavités se déplacent un peu. La pression dans les ventricules varie. Rien de spectaculaire, mais assez pour imaginer que nuit après nuit, cette position puisse influencer sa santé. Cela ne veut pas dire que vous devez absolument dormir sur le côté gauche. Il ne s'agit pas de prescription. Il s'agit d'essais, d'écoute, de curiosité. Ce soir, peut-être vous pouvez essayer. Lentement. En glissant un petit oreiller entre vos genoux pour soulager le bassin. En ajustant la hauteur de l'oreiller sous votre tête pour garder l'alignement du cou. Et puis respirez. Sentir si cette position vous apaise. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. L'essentiel est d'être à l'aise. Car le cœur aime le confort, l'absence de tension, la liberté de battre sans contrainte. Vous pouvez aussi alterner. Dormir sur le côté gauche en début de nuit, puis changer sans culpabilité. Le sommeil est un voyage, pas une épreuve. Et parfois, vous ne vous souvenez même pas de la position dans laquelle vous vous êtes endormi. C'est très bien ainsi. Il y a une vieille coutume turque qui dit « Le cœur s'endort là où il se sent en paix ». Qu'importe le côté finalement si la paix est là. Mais en prêtant attention à votre posture, vous ajoutez un nouveau geste à votre routine de soins. Un geste invisible, mais qui compte. Car en dormant bien, vous donnez au cœur son moment de répit. Et s'il bat mieux plus doucement, plus harmonieusement, c'est toute votre journée de demain qui en sera transformée. Alors tournez-vous. Essayez. Sans exigence. Juste par curiosité. Et peut-être que cette nuit, votre cœur vous dira merci dans le langage subtil d'un sommeil profond et d'un réveil léger. Ce soir, vous avez peut-être envie d'une petite douceur, un carré de chocolat posé là sur la table de nuit ou au fond d'un tiroir secret de la cuisine. Vous le regardez. Il vous appelle presque. Et une question vient doucement, est-ce raisonnable? Est-ce bon pour mon cœur? Le chocolat noir, voilà un aliment qui divise. Certains le bénissent, d'autres s'en méfient. Il incarne cette zone grise, cette nuance délicieuse entre plaisir et précaution. Et si on vous disait que dans certains cas, il peut réellement faire du bien à votre cœur, mais attention, pas n'importe quel chocolat. Pas celui des tablettes au lait des ganaches trop sucrées, des confiseries de supermarché. Ce dont on parle ici, c'est du chocolat noir pur riche en flavonoïdes, ces composés naturels que l'on trouve aussi dans le thé vert, les fruits rouges, le vin rouge, et qui ont des effets prouvés sur la santé cardiovasculaire. Les flavonoïdes sont un peu les poètes du monde végétal. Invisibles, discrets, mais puissants. Ils protègent les cellules contre l'oxydation, améliorent la souplesse des vaisseaux sanguins, réduisent l'inflammation. Et dans le cacao, ils sont particulièrement concentrés. Une étude publiée dans The British Medical Journal a montré que les personnes qui consommaient régulièrement du chocolat noir, environ 20 à 30 grammes, quelques fois par semaine, avaient un risque légèrement réduit d'accidents cardiovasculaires. Rien de miraculeux, mais une tendance notable. Et surtout, ce chocolat noir semblait améliorer la variabilité cardiaque, cette capacité du cœur à s'adapter aux changements avec souplesse. Peut-être que cela vous rappelle quelque chose. Ce carré de chocolat dégusté lentement après le repas, ce petit rituel qui vous faisait du bien. À l'époque, vous ne saviez pas qu'il pouvait aussi être bénéfique pour votre tension artérielle. Mais votre corps lui semblait le savoir. Le cacao agit aussi sur le cerveau. Il stimule la production d'endorphines et de sérotonine, les hormones du plaisir et de la détente. Et quand vous êtes détendu, votre rythme cardiaque ralentit, votre pression diminue, vos artères se relâchent légèrement. Un simple carré devient alors plus qu'une gourmandise, un message de calme envoyé à tout votre organisme. Mais comme toute chose douce, le chocolat appelle la mesure. Car au-delà d'une certaine dose, les sucres, les graisses saturées, les calories prennent le dessus. L'idée n'est pas d'en manger beaucoup, mais d'en manger bien. Un carré ou deux, pas plus. Et de préférence, un chocolat à au moins 70% de cacao.
Il y a quelque chose de presque méditatif dans le fait de manger un bon chocolat. Vous le posez sur la langue. Il fond lentement. Les arômes se déplient, un peu d'amertume, une touche de noisette, peut-être une note florale. Pendant ce temps, vous ne pensez à rien d'autre. Vous êtes là, présent. Et cela déjà est bon pour le cœur. Dans certains villages d'Amérique du Sud, les anciens préparent encore une boisson sacrée à base de fèves de cacao, pure, non sucrée, mélangée à de l'eau chaude et des épices. On l'appelle le xocolatl. C'est une boisson amère, dense, pleine de vie. Ils la boivent en silence, souvent au lever du jour, non pas pour se réveiller, mais pour se connecter à eux-mêmes. Et vous, ce soir, vous n'avez peut-être qu'un carré de chocolat moderne. Mais l'intention peut être la même. Vous pouvez en faire un petit rituel. Un moment de pause, de soin, de gratitude. Prenez-le quand tout est calme. Loin des écrans, loin des distractions. Posez-le doucement sur votre langue. Fermez les yeux et imaginez que chaque éclat de cacao vient masser doucement vos artères, calmer les battements, alléger le souffle. Cela peut sembler naïf, mais votre cœur comprend ce langage. Il ne pense pas en chiffres, il ressent en rythme. Et si vous n'aimez pas le chocolat, ou si vous ne pouvez pas en manger, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'attitude, la douceur que vous vous accordez, le geste lent, le plaisir mesuré. Car le cœur, plus que tout, aime ce qui prend son temps. Alors ce soir, peut-être qu'un petit carré de chocolat noir vous attend. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez en imaginer le goût, la chaleur, la profondeur. Rien que cela, déjà peut suffire à apaiser vos battements. Fermez les yeux, sentez la douceur dans votre bouche et dans votre poitrine. Ce n'est pas une indulgence, c'est un soin. Il y a des jours où votre cœur semble calme, tranquille, comme s'il chantait doucement à l'intérieur de vous, et d'autres où il bat plus vite sans raison apparente. Pourtant, rien n'a changé, du moins en surface. Vous avez mangé à la même heure, marché dans la même rue, dormi dans le même lit. Alors pourquoi cette différence ? Le cœur, comme beaucoup d'organes, suit une horloge biologique. Il a ses heures. Des moments où il se réveille, d'autres où il ralentit, se repose. Il n'est jamais complètement linéaire. Et cette danse, qui suit un rythme presque secret, influence bien plus que vous ne le croyez. Vous souvenez-vous de ce matin où, sans explication, votre tension était plus élevée que d'habitude ? Le médecin vous a peut-être dit que cela arrivait souvent au réveil. Et il avait raison. Entre 6 heures et 9 heures du matin, la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, atteint un pic naturel. C'est un mécanisme ancien, prévu pour vous aider à vous lever, à bouger, à affronter la journée. Mais il augmente aussi la tension artérielle et pousse parfois le cœur à battre un peu plus fort. C'est pourquoi les accidents cardiovasculaires, infarctus, AVC, surviennent plus fréquemment le matin juste après le réveil. Ce n'est pas pour vous inquiéter, bien au contraire. C'est pour vous inviter à la douceur, à ne pas bondir hors du lit, à vous étirer d'abord, à respirer, à laisser votre cœur vous suivre doucement, sans précipitation. Le soir, c'est une autre histoire. Entre 21 heures et minuit, le corps se prépare au repos. La tension baisse naturellement. Le cœur ralentit. C'est un moment favorable pour apaiser les pensées, écouter de la musique douce, marcher lentement dans votre appartement, boire une infusion tiède. Tout ce que vous faites à cette heure-là peut aider votre cœur à entrer doucement dans la nuit. Certains cardiologues s'intéressent maintenant à la chronothérapie, l'art d'adapter les traitements et les gestes médicaux à l'horloge interne du patient. Donner un médicament au bon moment peut en augmenter l'efficacité et en diminuer les effets secondaires. Par exemple, certains hypotenseurs fonctionnent au mieux s'ils sont pris le soir car ils accompagnent la baisse naturelle de la pression artérielle nocturne. Et cela ne concerne pas que les médicaments. Votre alimentation aussi influence ce rythme. Dîner tard, très gras ou sucré oblige le cœur à rester en éveil pendant que vous dormez. C'est comme si vous l'empêchiez de baisser le rideau. Alors que si vous mangez léger 2 ou 3 heures avant de vous coucher,
il peut relâcher ses battements plus tôt et mieux vous régénérer. Il existe un proverbe indien qui dit « Le cœur se souvient de l'heure où on l'a traité avec respect ». Cela peut sembler poétique, mais la science le confirme peu à peu. Si vous respectez les rythmes naturels de votre corps, il vous le rend. Votre cœur devient plus souple, plus régulier, moins sujet aux emballements imprévus. Et ce n'est pas une question de perfection, juste une attention discrète. Vous pouvez par exemple créer une petite routine du soir, toujours la même. Fermez doucement les rideaux, éteindre une lampe après l'autre, masser vos poignets, écouter un chant d'oiseau enregistré ou le bruissement d'un ventilateur. Tous ces gestes forment un langage. Un signal clair envoyé à votre cœur, tu peux ralentir maintenant. Et même dans la journée, pensez à ces heures. Si vous devez faire quelque chose de stressant, préférez le début d'après-midi. Le cœur est plus stable à ce moment-là. Si vous voulez faire de l'exercice, évitez les premières heures du matin. Préférez une marche douce vers 10 heures ou 16 heures. C'est souvent là qu'il bat avec le plus de régularité. Bien sûr, tout cela varie d'une personne à l'autre. Vous avez votre propre rythme, votre propre horloge. Et peut-être avez-vous passé tant d'années à la dérégler sans le savoir. Mais il n'est jamais trop tard pour l'écouter à nouveau. Il suffit de tendre l'oreille. Et si ce soir, vous preniez juste une minute pour poser votre main sur votre poitrine, sentez ces battements réguliers présents. Demandez-vous, suis-je en harmonie avec leurs heures? Et laissez cette question flotter sans chercher de réponse. Car déjà, en posant cette main, en respirant ainsi, vous commencez à réaccorder votre cœur à votre vie. Il y a ce moment silencieux, presque magique, quand deux personnes se regardent longuement, sans dire un mot, et que sans même s'en rendre compte, leur rythme cardiaque se synchronise. Oui, littéralement. Des études l'ont mesuré, deux cœurs qui s'écoutent finissent parfois par battre à l'unisson, comme si le corps lui aussi reconnaissait la présence de l'autre. Vous êtes peut-être seul en ce moment, ou peut-être que quelqu'un dort déjà dans la pièce voisine. Peu importe. Ce que votre cœur ressent, ce n'est pas seulement la proximité physique, c'est la qualité du lien, la façon dont vous vous connectez aux autres dans la journée, dans vos souvenirs, dans vos pensées du soir. Le cœur, plus qu'un simple muscle, est aussi un organe relationnel. Souvenez-vous de ces longues conversations sur un banc ou au téléphone où le temps semblait suspendu. Après, vous vous sentiez mieux, plus léger. Ce n'était pas une illusion. Parler à quelqu'un qu'on aime bien, se sentir compris, entendu, fait sécréter de l'ocytocine qu'on appelle souvent l'hormone du lien. Elle a une action directe sur le système cardiovasculaire, elle diminue la pression artérielle, calme les palpitations, détend les artères. Mais à l'inverse, l'isolement abîme le cœur, littéralement. De nombreuses études le confirment, la solitude chronique augmente les risques d'hypertension, d'infarctus, de troubles du rythme. Et ce même chez des personnes qui mangent sainement, font de l'exercice. C'est comme si, privé de lien, le cœur battait un peu plus fort, un peu plus vite pour combler un vide. Et pourtant, parfois vous n'avez pas envie de parler. Vous avez vécu des années de relations compliquées, des amis partis, une famille distante, des silences accumulés. Alors vous vous demandez, et moi comment puis-je parler à un autre cœur? Peut-être par un mot, un geste, une carte postale, une promenade partagée, un sourire à un inconnu. Vous n'avez pas besoin d'être entouré en permanence, juste d'un lien sincère, même rare pour que votre cœur sente qu'il n'est pas seul. Et cela commence par la reconnaissance de ce besoin. Dire intérieurement « oui, j'ai besoin d'un autre ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une humanité. Au Japon, dans certaines maisons de retraite, on a installé des chats robots de petites peluches qui ronronnent et réagissent au toucher. Les résultats ont surpris les médecins, les personnes âgées, les prenant dans leurs bras voyaient leur tension baisser. Le rythme cardiaque devenait plus stable. Ce n'est pas la technologie qui soigne. C'est la sensation d'un lien même symbolique, même discret. Et vous, à qui avez-vous pensé aujourd'hui
Quel cœur a traversé votre mémoire? Parfois, il suffit d'écrire une lettre que vous n'enverrez jamais, ou de relire un vieux message. Ce geste-là suffit à activer en vous les circuits du lien. Votre cœur le perçoit. Il arrive aussi que le cœur garde les traces d'un lien brisé, une séparation, une dispute, un deuil. Cela laisse parfois des battements irréguliers, une douleur sourde au niveau du sternum, une fatigue émotionnelle. Le cœur ne parle pas toujours avec des mots. Il utilise le souffle, les tensions, le silence intérieur, et c'est à vous de l'écouter. Un cardiologue suisse racontait qu'il avait l'habitude de poser une question simple à ses patients. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à quelqu'un qui vous fait du bien? Il disait que cette question valait autant qu'un électrocardiogramme. Peut-être avez-vous besoin de renouer un lien ancien. Peut-être d'en créer un nouveau. Peut-être ce soir, simplement de penser avec tendresse à quelqu'un même s'il n'est plus là. Ce lien-là reste vivant. Le cœur se souvient des autres cœurs. Il garde une empreinte invisible de chaque étreinte, chaque mot doux, chaque silence partagé. Et parfois, vous pouvez aussi parler à votre propre cœur. Posez la main sur votre poitrine comme pour dire « Je suis là, je t'écoute, tu n'es pas seul ». C'est un murmure, mais il porte loin. Alors ce soir, si vous vous sentez un peu distant, un peu refermé, ne forcez rien. Mais ouvrez juste une petite fenêtre, même à l'intérieur. Regardez une vieille photo, écoutez une voix enregistrée, pensez à un prénom. Votre cœur, doucement, vous dira merci. Vous tournez lentement le bouchon de la bouteille. L'huile coule en un mince filet doré, et sous vos yeux, elle capte la lumière comme un petit trésor liquide. Il y a quelque chose d'ancien, de presque sacré dans ce geste. L'huile d'olive n'est pas qu'un ingrédient, c'est une histoire, un héritage, et peut-être un ami pour votre cœur. Depuis la Méditerranée jusqu'à vos placards, ce nectar végétal a traversé les siècles avec une réputation solide. Et ce n'est pas pour rien des centaines d'études scientifiques ont tenté de percer son secret. Le verdict est encourageant. L'huile d'olive, surtout extra vierge, semble bel et bien bénéfique pour le système cardiovasculaire. Mais attention, ici pas de potion magique. Il ne s'agit pas d'en boire des cuillerées à jeun chaque matin. Ce qui compte, c'est la qualité, la modération et surtout le contexte. Une cuillère d'huile d'olive ne compense pas un excès de sucre ou une vie sédentaire. Mais dans une routine douce, apaisée, elle devient un soutien discret. Elle contient principalement des acides gras mono-insaturés plus stables que les graisses saturées d'origine animale. Elle est riche en polyphénols, ces petites molécules antioxydantes qui protègent les vaisseaux sanguins du vieillissement. Et elle semble même, selon certaines études, améliorer la souplesse des artères et réguler la pression artérielle. Un détail curieux dans certaines régions d'Italie ou de Crète, les personnes âgées ne se contentent pas de la consommer, elles l'utilisent pour masser le bas du dos, les poignets ou même les pieds. Une tradition qui semble dire « ce qui nourrit à l'intérieur peut aussi soigner à l'extérieur ». Peut-être avez-vous connu quelqu'un qui frottait un peu d'huile sur sa poitrine quand il sentait une tension ou un chagrin, mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains médecins trouvent que l'huile d'olive est surestimée. Ils rappellent qu'elle reste une matière grasse, donc calorique, et qu'une consommation excessive pourrait nuire au contrôle du poids facteur clé pour le cœur. Et puis, l'huile d'olive n'agit pas seule. Elle fonctionne bien dans un ensemble légumes frais, fruits, poissons gras, un peu d'activité. Un mode de vie, à l'image du Sud, paisible et varié. Alors comment l'utiliser sans excès? Peut-être, comme vous le faisiez déjà sur un morceau de pain complet, légèrement grillé ou pour parfumer une soupe de légumes, ou peut-être d'une façon nouvelle, une simple cuillère dans un yaourt nature avec un filet de citron? Oui, ça surprend. Mais certains y trouvent une sensation douce et originale, presque médicinale. Vous souvenez-vous d'un repas simple et lent partagé autour d'une table en bois avec juste une salade tiède, un morceau de fromage, un peu d'huile? Ce n'était pas un festin, mais vous étiez bien. Le cœur aime ces moments. Il aime la régularité, la tranquillité, les saveurs vraies.
Et peut-être que le vrai trésor de l'huile d'olive n'est pas seulement dans sa composition chimique. Il est dans le rythme qu'elle impose. Elle ne se réchauffe pas trop vite. Elle ne se mélange pas au hasard. Elle demande un peu d'attention. Elle ralentit la cuisine, et parfois ralentir, c'est soigner. Dans certains villages du sud de l'Espagne, les anciens conservent encore de l'huile dans des pots d'argile à l'ombre sous les escaliers. Ils disent qu'il ne faut jamais brusquer l'huile, ni la lumière, ni le cœur. Il y a là une sagesse discrète. Prendre soin de son cœur, c'est aussi choisir ses gestes, verser, mélanger, goûter avec lenteur. Et vous, comment l'utilisez-vous ? Avez-vous une recette secrète transmise par une tante ou une amie, une manière de faire revenir doucement un oignon dans un peu d'huile avant de raconter sa journée ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le corps, et surtout le cœur, se souvient de ces choses simples. Alors ce soir, en pensant à ce filet doré et silencieux, vous pouvez vous dire que prendre soin de votre cœur, ce n'est pas seulement comprendre. C'est ressentir, choisir, savourer. Et parfois, cela commence par un tout petit geste dans la cuisine. Vous vous asseyez doucement au bord du lit. Une bassine d'eau tiède vous attend posée là, tranquille, comme un souvenir d'enfance. Vous plongez vos pieds lentement. La chaleur monte dans vos chevilles, puis le long de vos jambes. Et presque aussitôt, quelque chose en vous descend la tension, la vigilance, ce fil tendu qui vous a accompagné toute la journée. Ce soir, vous essayez ce que d'autres ont redécouvert depuis peu, le bain de pied comme remède naturel contre l'hypertension. Ce n'est pas un remède miracle, ce n'est pas une pilule. Et pourtant, quand on regarde de près, tout se tient. L'eau chaude dilate doucement les vaisseaux sanguins dans les jambes et les pieds. Le sang s'y dirige, moins de pression, reste dans les artères du haut du corps. Résultat, une baisse légère et passagère de la pression artérielle. Mais parfois, cela suffit à amorcer un calme plus profond. Les Japonais, toujours attentifs aux rituels de soins, utilisent depuis longtemps ces bains partiels. Dans certaines maisons de retraite, on offre un bain de pied en fin d'après-midi, juste avant le repas du soir. Pas pour traiter, mais pour préparer le corps au repos. Une transition vers le calme. En Occident, cela revient doucement dans les habitudes. Un petit rituel, presque gratuit, accessible, doux. Il ne remplace pas les traitements, mais il complète. Il envoie un message au système nerveux, tu peux ralentir maintenant. Ce n'est pas rien. Vous souvenez-vous de ce jour peut-être, un dimanche, où vous aviez mal aux jambes, et quelqu'un, une sœur, une grand-mère, vous avait apporté une bassine avec de l'eau et du sel. Ce n'était pas seulement pour vos pieds. C'était pour l'ensemble de votre corps. Ce geste ancien revient aujourd'hui sous un jour nouveau, prendre soin du cœur en passant par les extrémités. Certains ajoutent quelques gouttes d'huile essentielle dans l'eau de lavande de marjolaine ou même de gingembre. Ce n'est pas nécessaire, mais cela crée une atmosphère. Le parfum vous enveloppe, la chaleur vous détend, et sans même y penser, votre souffle devient plus lent. Votre tension s'ajuste doucement. Des études cliniques modestes mais sérieuses ont noté une baisse significative de la pression systolique après 15 minutes de bain de pied à 40 degrés C. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant. Et surtout, c'est reproductible chez soi, sans danger, sans coût. Un médecin en Corée du Sud a observé que les personnes âgées ayant intégré ce rituel 3 fois par semaine voyaient non seulement une baisse de leur tension, mais aussi une amélioration du sommeil et de l'humeur. Peut-être parce que le soin même petit change la manière dont on habite son corps. Mais attention à quelques détails, l'eau ne doit pas être brûlante. La durée idéale tourne autour de 15 à 20 minutes. Et si vous avez des troubles circulatoires sévères, il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, y intégrer un petit automassage des mollets. Rien de complexe, juste faire glisser vos paumes lentement du bas vers le haut. Cela stimule, le retour veineux libère des tensions et donne à vos jambes ce petit frisson de gratitude. C'est comme dire à votre corps « Je te vois, je t'écoute, tu as fait beaucoup aujourd'hui ». Et le cœur, dans tout ça, il suit. Il ralentit lui aussi.
Il perçoit que tout va bien. Il n'a pas besoin de pomper plus fort. Il peut battre tranquillement en cadence, comme une berceuse que l'on fredonne pour lui. Certains soirs, ce bain devient presque un rituel de réconciliation avec soi-même. Après une journée où l'on a couru, pensé tendu le dos, il offre une pause réelle. On ne regarde pas l'écran, on n'écoute pas les nouvelles. On est là avec soi dans une eau tiède et cela suffit. Vous pourriez même, si l'envie vous prend, allumer une bougie, poser une serviette chaude sur vos genoux, fermer les yeux. Il n'y a pas de recette parfaite. Il y a seulement le moment où vous sentez que tout en vous respire mieux. Et demain, peut-être que votre tension ne changera pas du tout. Ou peut-être que petit à petit, quelque chose s'apaise. Parce que vous aurez réintroduit un peu de lenteur, de présence de soin dans vos soirées. Et ça, aucun médicament ne peut vraiment le faire à votre place. Alors, ce soir, en retirant vos pieds, en les séchant doucement, peut-être que vous souriez. Le cœur vous suit. Il aime les gestes calmes, les transitions douces, les eaux tièdes. Il aime surtout quand vous prenez ce temps pour lui, sans attendre de résultats spectaculaires, juste par bienveillance. Il y a ces nuits où tout semble tranquille. Pas un bruit dehors. La maison est calme. Et pourtant, dans votre poitrine, quelque chose tambourine. Une sensation étrange comme un oiseau battant des ailes derrière vos côtes. Vous posez la main sur votre torse. Le rythme est irrégulier, parfois rapide, parfois lent. Et une question toujours la même revient, est-ce que c'est grave ? Ce soir, nous allons parler de ces moments où le cœur semble vouloir parler plus fort que d'habitude. Ces battements que l'on ressent soudainement comme une alarme silencieuse. Les palpitations. Voilà le mot. Ils ne désignent pas une maladie, mais une sensation. Ce sont vous qui les ressentez, pas forcément votre médecin qui les détecte. Certaines personnes vivent avec depuis des années, d'autres les découvrent sur le tard, souvent après 60 ans, avec un peu de surprise, parfois d'inquiétude. Mais toutes les palpitations ne sont pas synonymes de danger. Il y a celles dues au stress, vous y pensez beaucoup, vous ruminez un souvenir et le cœur suit. Il augmente la cadence comme pour vous tenir compagnie. Il y a celles dues à l'alimentation, un café un peu trop fort, un carré de chocolat noir un peu tard, ou même une tisane contenant de la réglisse. Et puis, il y a celles plus rares qui viennent sans cause apparente. Dans tous les cas, une chose est sûre, le cœur ne tambourine jamais sans raison. Il est sensible, ce cœur. Aux émotions, aux hormones, à la fatigue, à la température de la pièce. Même une nuit mal dormie peut suffire à lui faire perdre un peu sa régularité. Un cardiologue, un jour m'a dit cette phrase douce : « Les cœurs vieillissants deviennent comme des instruments anciens, ils vibrent à la moindre variation. » Alors que faire quand cela vous arrive ? La première chose, c'est d'écouter sans paniquer. Posez-vous. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Respirez lentement, profondément. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez 1. Expirez doucement sur 6. Parfois, cette seule respiration suffit à remettre le rythme en place. Un autre petit geste peut surprendre, éclabousser votre visage d'eau froide comme au réveil. Cela active un réflexe du nerf vague, un messager nerveux qui apaise le cœur. C'est la même technique utilisée dans certains hôpitaux quand un cœur s'emballe trop vite sans raison grave. Étonnant non, mais ce n'est pas une raison pour tout banaliser. Si ces palpitations deviennent fréquentes, accompagnées de vertiges d'essoufflement, ou si elles vous réveillent en pleine nuit avec une angoisse inhabituelle, il vaut mieux consulter. Non pas pour s'inquiéter, mais pour comprendre. Et souvent, ce que vous découvrez chez le médecin, ce n'est pas une alerte rouge, mais simplement un rythme appelé arythmie bénigne ou extrasystole. Des battements un peu précipités, un peu désordonnés, pas dangereux mais perturbants. Ils peuvent survenir avec l'âge, un peu comme les cheveux qui blanchissent en boucle. Le cœur, lui aussi, vit sa transformation. Mais ce qu'il aime, ce cœur au tambour irrégulier, c'est la régularité dans votre quotidien. Manger à la même heure, se coucher à heure fixe, éviter les excitants après 17 heures, et surtout, ne pas le surveiller en permanence.
Vous souvenez-vous de ce jour dans la salle d'attente où votre cœur s'est emballé juste en entendant une voix familière à la radio? Ce n'était pas la maladie, c'était la mémoire émotionnelle. Le cœur se souvient. Il réagit. Il tambourine parfois simplement parce qu'il reconnaît quelque chose ou quelqu'un. Certains médecins, plus poètes que scientifiques, disent que ces battements désordonnés sont comme des soupirs du cœur. Une façon de vous rappeler de ralentir, de revenir à vous, de respirer profondément, de poser vos 2 pieds au sol, de boire un verre d'eau. Et il existe même une pratique simple, souvent oubliée, le chant. Pas besoin de chanter juste. Juste laisser sortir un son long et régulier. Un « ou un « ah » prolongé. Ce son fait vibrer la cage thoracique, masse le cœur, calme le système nerveux parasympathique. C'est presque un médicament sans ordonnance. Dans certaines maisons de retraite en Scandinavie, on propose des séances de chant doux après le dîner. Pas pour faire joli, pour aider le cœur à se retrouver. Et les résultats sont étonnants, baisse de la tension, meilleure variabilité cardiaque. Et surtout, plus de sérénité. Alors, la prochaine fois que votre cœur tambourine un peu, rappelez-vous, ce n'est pas toujours un signal d'alarme. C'est peut-être juste un appel à l'écoute. Une invitation à vous poser, à vous accorder, à faire un pas de côté doucement. Et si vraiment vous ne trouvez pas le calme, posez une main sur votre poitrine. Dites-lui doucement en pensée « Je t'ai entendu. Tout va bien maintenant. » Et puis attendez, respirez. Le cœur aime quand on lui parle sans le brusquer. Il y a un moment souvent imperceptible où le silence se pose. Après les voix, après les bruits de pas, après les moteurs au loin. Ce moment précis où la maison elle-même semble respirer plus lentement. C'est dans ce silence-là que votre cœur se sent le plus écouté. Et si ce silence était plus qu'un simple confort, et s'il avait lui aussi un effet direct sur votre santé cardiaque, vous n'y pensez pas souvent, mais le bruit même léger agit sur votre cœur. Un robinet qui goûte une télévision qui murmure dans une autre pièce, un téléphone oublié en vibration. Tout cela, à la longue, peut fatiguer votre système nerveux et donc votre cœur. Dans une étude menée à Munich, on a observé que les personnes vivant près d'un aéroport, même sans s'en plaindre consciemment, avaient une pression artérielle plus élevée pendant la nuit que celles vivant dans des quartiers calmes. Le bruit ne les réveillait pas, mais leur cœur lui réagissait. Subtilement, mais réellement. Le silence, lui, n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est une qualité de l'environnement. Une matière douce dans laquelle vos pensées peuvent se poser comme des feuilles mortes sur un sol tranquille. Et votre cœur, dans ce silence, commence à ralentir, à trouver un rythme plus stable. Vous le sentez parfois vous-même, sans pouvoir l'expliquer. Il suffit de couper la radio, d'éteindre l'écran, et déjà, vous sentez votre respiration s'allonger. Rappelez-vous cette nuit dans une maison à la campagne. Vous étiez seul, ou peut-être avec quelqu'un que vous aimiez. Rien ne bougeait. Même l'horloge semblait hésiter avant de faire entendre son tic-tac. Et ce soir-là, vous vous étiez endormi comme un enfant. Ce n'était pas par magie. C'était le silence qui vous avait tenu la main. Il y a un terme japonais ma qui désigne le vide qui donne du sens. Ce n'est pas un vide inquiétant, mais un espace entre les choses. Le silence autour d'une note de musique. Le moment de pause avant une réponse. Le cœur aime ce genre de silence. Il s'y répare, s'y étire, s'y régule. Dans votre quotidien, vous pouvez créer ces silences sans effort. Il suffit parfois d'éteindre les notifications pendant 1 heure, de lire sans fond sonore, de marcher sans casque audio, ou même de rester dans votre lit quelques minutes de plus, les yeux ouverts à écouter le rien. Certaines maisons de retraite en Suisse ont instauré des heures de silence actif. Pas de télévision, pas de radio. Seulement des lampes douces, des coussins moelleux et le droit d'être là sans rien faire. Les résidents les plus nerveux deviennent plus calmes. Certains disent même qu'ils dorment mieux après. Mais il faut le dire, le silence n'est pas facile pour tout le monde.
Il peut faire remonter des pensées ou amplifier les bruits intérieurs. Le cœur bat plus fort parce qu'on l'entend mieux, et cela parfois inquiète. C'est pourquoi le silence se pratique doucement comme un apprentissage. Vous pouvez commencer avec un bruit neutre, le souffle d'un ventilateur, une pluie artificielle, un petit bol de riz, dans lequel on enfouit les doigts. Cela suffit à occuper une partie de votre attention pendant que le reste de vous plonge dans le calme. Et puis il y a le silence partagé. Celui qui existe entre deux personnes âgées qui n'ont plus besoin de tout commenter. Celui d'un couple qui lit côte à côte. Celui que vous sentez quand vous êtes en confiance et qu'aucune parole n'est nécessaire. Ce silence-là est le plus doux pour le cœur. Il ne faut pas craindre le silence. Il ne vous juge pas. Il ne vous isole pas. Il vous entoure. Et dans cet espace sans tension, votre corps se détend, vos vaisseaux sanguins s'ouvrent un peu, votre tension baisse. Ce n'est pas une promesse magique, c'est un effet mesuré. Avez-vous déjà essayé de vous endormir sans rien faire, sans même penser à dormir, juste en laissant le silence vous border, ce moment où le drap glisse sur la peau, où l'oreiller épouse la tête, où la pièce devient tiède? C'est là que le cœur ralentit naturellement. Même dans les hôpitaux modernes, certains services de cardiologie expérimentent des chambres silencieuses, sans bip sonore, sans annonce, avec éclairage tamisé et murs isolants. Les résultats sont surprenants, les patients qui y séjournent récupèrent mieux. Moins de crises d'angoisse, moins de poussées de tension, plus de sourires. Alors ce soir, offrez-vous ce silence. Éteignez juste une chose. Une source de bruit, une lumière bleue, une pensée bruyante. Et regardez ce qu'il reste. Vous, votre souffle, votre cœur qui retrouve son tempo. Et s'il bat fort un instant, ce n'est pas un danger. C'est peut-être de la gratitude. Le signe qu'il vous remercie pour cet espace que vous lui donnez. Fermez les yeux, respirez. Le silence n'est pas vide, il est plein de douceur. Il y a des choses que l'on ne voit pas, mais que le corps ressent. La gratitude, par exemple. Elle n'a pas de poids, pas d'odeur, pas de forme. Pourtant, quand vous en ressentez vraiment, votre cœur le sait. Peut-être avez-vous remarqué certains soirs ce calme particulier, après avoir simplement murmuré « merci », pas pour quelque chose de spectaculaire, pas pour une médaille ni un grand événement, juste pour un bol de soupe chaud. Une lumière douce, une main posée sur la vôtre. Et ce mot si simple qui descend en vous comme une couverture chaude, merci, ce n'est pas une superstition, ce n'est pas non plus une simple politesse sociale. La gratitude, quand elle est sincère, change littéralement le fonctionnement du cœur. Des études faites dans les années 2000 par l'Institut HeartMath ont montré un phénomène étonnant lorsqu'une personne se concentre sur un sentiment de gratitude, son variabilité cardiaque devient plus régulière, plus ample. Cela signifie que le cœur devient plus souple, plus harmonieux, mieux connecté au système nerveux. Une variabilité cardiaque élevée est un signe de bonne santé. Cela signifie que votre cœur s'adapte mieux, qu'il est plus résilient. Et voilà, un simple merci senti profondément peut agir comme un petit massage interne. Vous souvenez-vous d'un moment où quelqu'un vous a dit merci, sincèrement, les yeux dans les yeux? Ce frisson-là, ce petit coup dans la poitrine, c'est le cœur qui se redresse un peu. Il se tient mieux, il prend de la place. Ce soir, peut-être pourriez-vous penser à une chose, une seule pour laquelle vous avez de la gratitude. Quelque chose de si discret que vous l'avez oublié, le goût d'une compote maison, le bruit du linge qui sèche, une lettre reçue il y a des années, et sentez comme votre respiration s'adoucit, comme votre front se décrispe, comme votre cœur semble sourire. Dans certains hôpitaux, on commence à intégrer des protocoles de gratitude dans les soins aux personnes âgées. Rien de compliqué, on leur propose, avant de dormir, de noter 3 petites choses agréables de la journée. Pas des exploits, juste des détails. Un rayon de soleil sur la peau. Un voisin qui a dit bonjour. Un souvenir revenu d'un coup. Et chez beaucoup, le sommeil s'améliore. Les réveils sont plus doux.
Même les douleurs articulaires semblent d'un moins accaparantes. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la gratitude remplace un traitement médical. Mais elle agit comme un baume complémentaire. Elle ne guérit pas, elle apaise. Le cœur, vous le savez, n'est pas qu'un muscle. Il est aussi un lieu de mémoire émotionnelle. Il garde trace des chagrins, des joies, ou des silences trop longs et des éclats d'aigus, des éclats de rire. Il ne juge pas, il se souvient. Alors lorsque vous ressentez de la gratitude, même en silence, votre cœur se détend un peu. Il s'autorise à ne pas être sur la défensive. Il cesse d'attendre un danger. Les anciens, dans certaines cultures, croyaient que le cœur entendait les mots murmurés la nuit. Avant de s'endormir, on disait « Merci à mes jambes qui m'ont porté. Merci à mes mains qui ont touché. Merci à mes yeux qui ont vu. » Et cette simple prière non religieuse aidait à poser la journée. Peut-être ce rituel pourrait-il devenir le vôtre chaque soir, une reconnaissance minuscule offerte à votre propre corps. Il y a même une hypothèse encore débattue selon laquelle l'activation volontaire de la gratitude pourrait stimuler le nerf vague, celui-là même qui ralentit le rythme cardiaque, réduit la tension artérielle, améliore la digestion et apaise l'esprit. Rien que cela. Et tout cela sans rien acheter, sans rien avaler, seulement en ouvrant une porte intérieure vers ce sentiment souvent négligé, mais profondément transformateur, la gratitude. Imaginez votre cœur comme un enfant qu'on aurait laissé seul trop longtemps. Il bat, il attend, il s'inquiète parfois. Et puis vous arrivez, vous lui dites « merci ». Tu es encore là. Tu fais ce que tu peux chaque jour. Et ce cœur un peu timide se redresse. Il bat moins vite mais plus fort. Il se sent reconnu. Ce n'est pas une image poétique. C'est une expérience biologique. Les cœurs qui reçoivent de la gratitude se contractent mieux. Ils pompent plus efficacement. Ils vivent plus longtemps. Alors ce soir, sans obligation, juste si cela vous vient, vous pouvez poser une main sur votre poitrine. Sentir le rythme sous vos doigts et à voix basse, presque en silence, dire « Merci d'être là. Merci d'avoir tenu jour après jour. Vous n'avez rien à prouver. Vous êtes vivant ici maintenant et pour votre cœur, cela suffit. Il ne bat plus aussi vite qu'à 20 ans. Il ne se remet pas aussi vite qu'avant d'un effort ou d'une émotion forte. Mais il est toujours là, fidèle, inlassable. Votre cœur vieillit avec vous et c'est peut-être une des choses les plus rassurantes au monde. On pense souvent au vieillissement comme à une dégradation, une lente descente. Mais en réalité, le cœur comme vous s'adapte. Il trouve d'autres rythmes, d'autres façons d'aimer, de ressentir, de battre. Souvenez-vous de ce rendez-vous chez le médecin où l'on a prononcé ce mot bradycardie. Votre cœur battait un peu plus lentement que la norme. On a vérifié, peut-être vous a-t-on même mis un Holter 24 heures. Et puis on vous a dit, ce n'est pas grave, c'est un cœur qui a trouvé son calme. Un cœur entraîné à la patience. Avec les années, votre cœur change de posture. Il devient plus économe, plus attentif à ce qui compte vraiment. Moins de sursauts inutiles, plus de constance. Cela ne veut pas dire qu'il est invulnérable, mais cela veut dire qu'il connaît mieux vos limites. Il sait quand il est temps de ralentir, de s'allonger, de respirer profondément. Et pourtant, les idées reçues sont nombreuses. Beaucoup pensent que l'âge augmente inévitablement les risques cardiaques. C'est vrai en partie, mais ce n'est pas une fatalité. Des recherches montrent que la souplesse artérielle, par exemple, peut être maintenue, voire améliorée même après 70 ans, grâce à des pratiques douces comme la marche quotidienne, les étirements, ou simplement le fait de rester curieux du monde. Oui, la curiosité aussi protège le cœur, parce qu'elle garde les connexions vivantes dans le cerveau et avec elle l'ensemble du système nerveux autonome. Un cœur qui vieillit en paix, c'est un cœur qui n'est pas mis sous pression constante par l'ennui, l'isolement ou la peur. Et savez-vous ce que les cardiologues répètent souvent à leurs patients les plus âgés ? Ne cherchez pas à faire comme avant. Faites avec ce que vous avez, mais faites-le avec joie. Votre cœur a peut-être vécu des peines profondes, une rupture, un deuil,
une opération, un électrochoc. Il a battu dans des silences lourds et parfois dans des éclats de rire trop courts. Mais il est là, et il continue. Vous rappelez-vous d'un moment où vous avez entendu son battement très fort, dans un train trop chaud, dans une attente stressante, ou simplement un soir dans votre lit quand tout était silencieux, sauf ce rythme dans votre poitrine? C'est dans ces moments-là que l'on mesure combien il est vivant et combien il demande à être écouté plutôt que corrigé. Le cœur vieillit comme un vieux compagnon. Il connaît vos secrets. Il se souvient des escaliers montés trop vite, des lettres d'amour ouvertes trop lentement. Il porte tout cela sans jamais se plaindre. Mais parfois, il a besoin d'aide. Et cette aide peut être aussi simple qu'un changement de coussin pour améliorer la position du sommeil. Ou une infusion d'aubépine recommandée depuis des générations pour calmer les battements trop forts. Ou encore, un appel passé à une vieille amie que l'on n'a pas entendue depuis 1 an mais dont la voix en quelques secondes remet du chaud dans le sang. Il ne s'agit pas ici d'élixir magique, il s'agit de gestes de soins intimes discrets mais puissants. Le vieillissement du cœur, ce n'est pas un drame. C'est une transformation, et parfois une renaissance. Dans certaines cultures asiatiques, on considère que le cœur des anciens a une qualité vibratoire différente. Moins impulsif, plus profond. Il ne saute plus aux premières émotions. Il écoute, il observe, il laisse passer. Peut-être est-ce pour cela que certains grands-parents ont cette sagesse immédiate, cette capacité à dire « ce n'est pas grave, ça passera », parce que leur cœur l'a déjà vu, déjà vécu, déjà compris. Ce soir, peut-être pourriez-vous écouter le vôtre, non pas pour surveiller, mais pour honorer. Le sentir battre, le remercier pour ses efforts, pour les années traversées ensemble, pour les larmes contenues, les soupirs émis, les joies inattendues, et vous dire sans nostalgie, ce cœur est le mien. Il me ressemble. Il n'était ni parfait ni cassé. Il est vivant. Et il continue d'aimer doucement chaque nuit. Alors vous êtes là, allongé, et tout a ralenti. Votre respiration est devenue plus vaste, presque invisible. Vos épaules moins lourdes. Et dans cette pénombre familière, quelque part entre le monde éveillé et les premiers rêves, votre cœur continue. Tranquillement. Il n'a plus besoin de courir. Il a compris que la nuit est un refuge, que les battements peuvent s'étirer, que le silence est une réponse suffisante. Peut-être entendez-vous encore ce petit murmure dans votre poitrine, régulier, présent, bienveillant. Tout ce que vous avez écouté ces soirs-ci, toutes ces histoires sur le sel, sur les respirations, sur les liens humains, ce n'était pas pour vous inquiéter. C'était pour vous rapprocher un peu plus de vous-même avec tendresse. Parce qu'il y a quelque chose de très doux dans le fait de s'allonger et de faire confiance à son corps, de lui dire « Tu peux dormir, je te laisse faire ». Imaginez maintenant votre cœur comme un vieux jardinier. Il range ses outils, essuie ses mains, regarde les plantes qu'il a fait pousser, certaines, penchent un peu, d'autres sont robustes, mais toutes sont vivantes. Et dans cette dernière lumière du soir, il sait qu'il a bien travaillé. Alors maintenant, restez simplement allongé, respirez doucement et laissez les choses bienveillantes venir à vous. Le battement du cœur, ce n'est pas un rappel du temps qui passe. C'est un murmure qui dit « tu es encore là » et c'est suffisant. Bonne nuit.